Bonjour à tous. À la demande de la Ligue des droits de l'homme, secteur 3e et 6e arrondissement de Lyon, nous faisons une émission aujourd'hui sur ce fameux fichier dont tout le monde parle, qui fait un peu polémique et qui, bien sûr, fait l'actu. Le fichier est baptisé Edwige. Alors, il se trouve que lorsque l'on s'intéresse à ces fichiers qui sont dits policiers, on s'en aperçoit qu'il y en a énormément. Eh bien, on va pouvoir faire le tour. C'est parti pour les fichiers des fichiers. Planète Lyon, polémique. Ardoise, Edwige, Éloi, Stick, Judex, faut bien les prononcer, hein. Bas-Élève, FPR, FNA, SNPC, FVV, etc., etc. Pourquoi autant de fichiers? Cela fait beaucoup de fichiers. Quelles sont leurs différences? Pourquoi y en a-t-il tant? Alors, on va demander la réponse à monsieur Antoine Payon, qui est, lui, secrétaire de la Ligue des droits de l'homme 3e et 6e arrondissement. Oui, bonjour. Alors en effet, on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a autant de fichiers, savoir s'ils sont bien nécessaires. Il y a plusieurs types de fichiers dans ceux que vous avez cités. Il y a ceux des personnes recherchées, ceux des permis de conduire qui existent déjà et qui paraissent assez naturels et souvent justifiés. Il y en a d'autres qui sont plus controversés, comme Judex par exemple, ou Stick, que vous avez aussi cité. Qui sont des fichiers recensant les infractions judiciaires. Et puis il y a d'autres fichiers, un peu d'un nouveau type, comme Edwige, dont on parle aujourd'hui, mais aussi comme Ardoise, qui remplace Judex et Stick, dont nous avons parlé. D'ailleurs, précisons qu'Ardoise a été remis en cause par les policiers et que le fichier Edwige a mobilisé plus de 200 000 signatures contre sa promulgation. Ce fichier principalement est remis en cause pour différents types de données qu'il aurait et qu'il prendrait en compte. Il s'appelle Ardoise, c'est pas tous ceux qui sont fichés parce qu'ils doivent quelque chose à leurs commerçants, ça n'a rien à voir le nom, je veux dire. Non, parce qu'ils ont tous des noms assez bizarres, on peut même dire assez controversés. Oui, des noms de code, code. Bizarre, alors c'est assez marrant ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup de fichiers. Et, le président. Mais en même temps, ça fait pas rire au final, quoi. Non, mais ce qui est amusant, c'est ce que le président de la CNIL a dit, et je crois qu'il a assez raison lorsqu'il dit ça. Il a dit que naguère on créait finalement des commissions lorsque l'on rencontrait des problèmes, et qu'aujourd'hui on crée des fichiers. Et en effet, c'est peut-être pour ça qu'il y en a autant. Alors, ils ont toujours existé, hein, mais ces dernières années, on a pu voir la multiplication de tous ces fichiers. Alors, la question c'était pourquoi il y en a tant, on ne sait pas finalement, hein. C'est difficile à expliquer. Non, c'est peut-être tout simplement, comme le dit le président de la CNIL, c'est que chaque fois que maintenant il y a un problème, on crée un fichier sans savoir vraiment pourquoi. Est-ce qu'il y en a qui sont nécessaires, il y en a qui sont certainement nécessaires, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, surtout lorsque l'on s'adresse, lorsque l'on traite de questions comme les orientations sexuelles, la santé, ou bien les convictions politiques des personnes fichées. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celui qui fait quand même l'actu, qui fait polémique, le fichier Edwige, et plusieurs intervenants donnent leur point de vue jusqu'à 13h. Planète Lyon, 12h, 13h, Frédéric Garcia. J'attendais le jingle polémique. C'était polémique juste avant, pas de problème. Alors, on est en pleine polémique parce que il fait beaucoup parler ce fichier. Je vais présenter mes invités. Nous avons Sarah Payon, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire du 7e, oui. Et vous êtes la collaboratrice de Jean-Louis Touraine. Voilà. Jean-Louis Touraine, bonjour. Bonjour. J'ai pas été très poli parce que j'ai pas fait toutes les dames, mais Jean-Louis Touraine, merci d'être là. Vous êtes député pour la 3e circonscription du Rhône. Oui. Et puis, on va écouter et entendre et essayer de réagir, puisqu'il y a déjà eu des réactions, parce que c'est pas nouveau. Le 17 septembre, vous avez envoyé une demande, une question. Comment on peut l'appeler? Question, demande? Question écrite au gouvernement. Question écrite au gouvernement. C'est-à-dire que ça nécessite automatiquement une réponse. Tout à fait. Dans un délai de 2 mois, qui est toujours avec un petit peu de retard, mais on peut dire que en décembre, on pourrait être fixé sur... C'est une démarche officielle qui est adressée au gouvernement, et en l'occurrence à la ministre de l'Intérieur, qui explique les inquiétudes que j'éprouve et que d'autres avec moi éprouvent devant la mise en place d'un tel fichier par décret, et qui lui demande de répondre à diverses questions, effectivement, dans un délai de 2 mois. L'envoi a été fait il y a 1 mois et demi, c'est publié au journal officiel, et la réponse sera elle aussi publiée au journal officiel. Très bien.
une autre invitée, maître Dominique Avanzini, qui donnera son point de vue, mais aussi le point de vue de la commission des mineurs, puisqu'elle a eu l'autorisation. Hein? Oui, je suis effectivement membre de la commission des mineurs du barreau de Lyon et bien entendu la commission des mineurs du barreau de Lyon est très intéressée, interloquée par ce fichier et j'aurai effectivement la possibilité de vous exprimer son point de vue. Alors, vous souhaitiez le faire seulement si vous aviez l'autorisation, et il se trouve que vous l'avez. Hein. Alors, je ne souhaitais pas effectivement parler au nom de la commission des mineurs du barreau de Lyon sans avoir son aval, hein, ce qui me paraît tout à fait logique. Maintenant, j'en fais partie, donc il est évident aussi que j'ai un point de vue tout à fait identique au sien. Voilà. D'accord. À 12h30 à peu près, nous aurons le point de vue de Jean-Jacques Kéran, président, qui a envie de donner aussi son avis sur la question. Alors, monsieur Jean-Louis Touraine, quel est le contenu de cette demande que vous avez adressée au gouvernement ? Rappelons quand même que ce fichier Edwige, tel qu'il était formulé et proposé par décret, allait très loin dans la privation des libertés. Et je crois que c'est un problème ancien. Depuis l'Antiquité, on connaît que sous le prétexte de la sécurité, on a tendance à entraver certaines des libertés. Eh bien, il faut savoir où est la limite tolérable. Or là, je le rappelle pour vos auditeurs, il s'agissait de collecter des données relatives à la vie privée des individus, y compris des mineurs de 13 ans, telles que leur orientation sexuelle, leur appartenance ethnique, leurs opinions politiques, leurs opinions religieuses, leurs opinions philosophiques. Et donc, que cela menaçait évidemment la liberté de très nombreux Français, mais on pouvait aussi être fiché simplement parce qu'on connaissait une personne qui était fichée. Dans ces relations, il y avait quelqu'un qui était l'objet de ces mesures. Sous un prétexte que peut-être ça entravait les fonctions du gouvernement, puisque dans le décret lui-même, il n'était même pas indiqué que c'était si l'on menaçait la sécurité publique, mais c'était un enregistrement de données pour permettre le bon fonctionnement du gouvernement. Donc vous voyez que ça allait très loin et que évidemment cette mobilisation a concerné de très nombreux Français, puisque en plus de la question que j'ai adressée au gouvernement, évidemment j'ai signé la pétition non à Edwige comme de très très nombreux Français. J'imagine bien. Oui. Mais évidemment aussi, nous avons demandé, le groupe socialiste de l'Assemblée nationale a demandé, Monsieur Kéran en fait partie, Marc Ayrault en est le président, et nous avons tous ensemble demandé à ce qu'il y ait une mission parlementaire pour étudier l'ensemble des points de ce fichier et enlever tout ce qui paraissait très inquiétant. Or, cette mission parlementaire, en définitive, demandait que ça ne soit pas quelque chose qui soit statué par décret, mais bien par une loi, avec un débat public auquel tous les représentants de la population soient associés. Ceci a été refusé par les groupes de la droite, le groupe UMP, le groupe Nouveau Centre, et ils se sont opposés à ce qu'il y ait un débat public sur cette question. Et donc nous sommes évidemment toujours très mobilisés, même si un petit recul a été effectué par le gouvernement, on pourra en parler, en modifiant quelques-uns des points de ce fichier pour le faire apparaître moins intolérable. Mais c'est pervers, parce que les autres points qui restent menacent eux aussi les libertés individuelles et collectives. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fichier Edwige, modifié ou pas, il existera au final, hein, apparemment. Alors, il y a une volonté il vraiment aura très un autre forte. nom. Hein. Il aura un autre nom, mais il y a une forte volonté du gouvernement qui est basée sur plusieurs points d'une philosophie que je ne partage pas, mais qui est cette philosophie qu'on a entendu développer même pendant la campagne présidentielle, que les enfants, dès leur plus jeune âge, seraient déjà, pour certains d'entre eux, déterminés à devenir délinquants, qu'il faut immédiatement les répertorier et protéger la société des exactions qu'ils pourraient commettre. Ce qui, évidemment, n'est pas la philosophie de tout le monde. Et à la Ligue des droits de l'homme, comme dans les groupes plus humanistes, nous pensons au contraire qu'il peut y avoir, parfois, des adolescents qui peuvent faire une bêtise mineure et qui, après rééducation, sont susceptibles de redevenir des gens tout à fait respectables. Donc, pour l'instant, nous nous satisfaisons tout à fait de ce qui existe, c'est-à-dire des fichiers officiels où on enregistre les gens qui ont commis des choses qui ont été traitées sur le plan judiciaire. Donc, quand ils ont un casier judiciaire, eh bien, cela est à la disposition des autorités. Par contre, les autres, qui n'ont rien fait de mal, nous ne pensons pas qu'il soit acceptable de ficher leurs données relatives à leur vie privée. Très bien.
En tout cas, beaucoup de gens sont apparemment avec vous parce que vous avez eu des réactions de part et d'autre, hein. Surtout de particuliers. Hein. Oui. Parce que vous avez un site internet, hein, jeanlouistouraine.com, où vous pouvez converser avec les gens, vous êtes assez ouvert sur les discussions, sur l'échange, ce site sert aussi à ça, et quelles sont les réactions Il y a des gens de tous les âges. Peut-être la majorité sont des gens jeunes, alors, de deux choses l'une, soit parce qu'ils sont plus familiers avec l'outil internet, soit parce que c'est une sensibilité plus forte chez eux encore que chez les personnes âgées. En tout état de cause, beaucoup de gens vivent comme insupportable le fait que leur vie privée soit enregistrée et étalée à tout un tas d'autorités qui n'ont pas à en connaître de ces aspects d'orientation sexuelle, de leur origine ethnique, de leurs opinions philosophiques. D'autant plus que, accordez-moi, que quand on a 13 ans, on n'a pas une orientation religieuse, peut-être même sexuelle, et sûrement pas philosophique, qui est définitivement arrêtée. Parce qu'en plus, ça peut changer tout au long de la vie. Mais bien hein, évidemment, mais chacun de nous avons changé, heureusement. Sinon, ça voudrait dire qu'on est seulement... On dit toujours qu'on a changé en bien, en mieux, donc ça va, quoi. Mais moi, les opinions que j'avais à 13 ans... je ne les ai pas tout à fait exactement identiques aujourd'hui. Celles que j'avais à 13 ans étaient fortement influencées par mes parents, ce qui est normal, je pense, pour beaucoup d'enfants. Ça fait partie de l'éducation. J'ai pu prendre mes orientations personnelles à un âge adulte. Et c'est normal, cela. Et donc, je ne voudrais pas que, quelque part, on a enregistré des données qui ne sont pas contradictoires totalement avec mes pensées d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas superposables, et qu'on veuille m'attribuer ces orientations, ces idées, cette philosophie, cette religion que je ne partage pas aujourd'hui. Ça veut dire qu'on remplit un fichier pour une personne qui a 13 ans maintenant, qui, quand elle en aura 40, on lui dit, tiens, on vient de vous arrêter, monsieur, parce que il semblait que vous étiez attiré par les hommes, alors que finalement, c'était pas finalement le cas. Il semblerait que vous soyez de gauche, alors qu'il est peut-être de droite. On ne sait pas. Bon, tant pis pour lui. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est complètement nul, parce que comment faire après la réactualisation de tous ces fichiers? C'est un boulot énorme. Impossible, et ça sera sûrement jamais fait. Et c'est cette absurdité de ça veut dire qu'on gardera ces données-là. De croire que les gens sont déterminés et immuables, c'est une absurdité. Eh oui. Alors attendez, je vais quand même, pour les auditeurs, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire cette demande que vous avez adressée au gouvernement avec obligation de réponse, je vais la lire en direct, si vous le permettez, puisqu'elle est publique. Hein. On la trouve sur votre site internet en plus. Alors, je la lis. Monsieur Jean-Louis Touraine attire l'attention de Madame la ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales sur les inquiétudes suscitées par le décret numéro 2008-632 du 27 juin 2008 établissant la constitution du fichier Edwige, exploitation, documentaire et valorisation de l'information générale. Voilà ce que veut dire Edwige. Souvent les prénoms, ceux qui s'appellent comme ça disent « Pourquoi ils m'ont pris mon prénom ?» Voilà, on explique pourquoi ça s'appelle comme ça. Destiné à collecter les données personnelles de toute personne âgée de 13 ans ou plus ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui joue rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif sous condition que ces informations soient nécessaires au gouvernement ou à ses représentants pour l'exercice de leurs responsabilités. Depuis l'annonce de sa promulgation, ce décret a suscité de nombreuses craintes dans l'opinion publique, la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, ayant par ailleurs rendu un avis réservé sur la mise en place d'un tel fichier. Ce dernier, en permettant au gouvernement de collecter des données relatives à la vie privée des individus, y compris des mineurs, telles que leurs orientations sexuelles, leur appartenance ethnique, leurs opinions politiques, religieuses ou philosophiques, menacent directement les libertés individuelles de centaines de milliers de Françaises et Français, qui pourraient potentiellement faire l'objet d'un fichage. C'est pourquoi il lui demande de revenir au plus vite sur cette décision en renonçant à l'établissement de ce fichier et en retirant ce décret qui a soulevé la légitime indignation de l'opinion publique. Voilà donc cette demande. C'est-à-dire que vous demandez carrément que l'on stoppe... Le retrait du décret. Carrément. Jusqu'à maintenant, ce qui a été obtenu, c'est la modification. Ça suffit pas pour vous. Sous notre forme. Non, regardez l'âge. Notre avocate va vous l'expliquer mieux que moi. Oui, les jeunes. Hein. Quand un enfant de 13 ans voit ces informations privées enregistrées, c'est quand même préoccupant. La seule chose que la nouvelle version du décret veut faire, c'est que cela sera effacé à 18 ans. D'abord, je voudrais savoir si on peut contrôler le caractère effectif
de cette possibilité d'enlever les données à l'âge de 18 ans. Avant de l'avoir effacé, il était enregistré dans des millions d'endroits aussi. Voilà, donc c'est difficile de savoir s'il sera effacé de partout. Mais d'autre part, même le fait que ce soit enregistré entre 13 et 18 ans, dites-moi si c'est quand même responsable, alors qu'à cet âge-là, les jeunes n'ont pas la capacité légale d'accéder ou de corriger les données qui les concernent. Parce que seul un adulte a le droit d'aller faire une démarche pour obtenir ces données et savoir s'il peut les corriger. Donc cet enfant va être en position d'infériorité, mais par contre, on va enregistrer des données qui pourront être utilisées contre lui. Ça me paraît pas responsable, et moi je demande tout simplement que l'on n'enregistre pas les données sur les mineurs. Très bien. Et en tant que parent, c'est gênant aussi, parce que les parents sont responsables de ces enfants. Ils ont peut-être pas envie forcément qu'il y ait des fichiers qui circulent de partout sur leurs enfants. Je pense que vous allez avoir des réactions dans ce sens-là aussi. Absolument, absolument. Il y a des réactions, effectivement, de personnes d'âge parental qui expriment le désir de ne pas laisser répandre des données privées sur leur famille et leurs enfants. Alors, je reviens vers Antoine Payan. Comment sont-ils alimentés, ces fichiers ? Qui peut les consulter ? Alors normalement, ce sont des agents assermentés qui remplissent les fiches et qui sont capables d'interroger ces fichiers, notamment. Souvent, il y a de plus en plus de personnes habilitées vis-à-vis avant, il y avait les renseignements généraux, les RG. Donc, on va dire que ça se tenait à ça. Maintenant, même un policier, on va dire un simple policier peut consulter ces fichiers, c'est ça? Tout à fait. C'est dangereux. Tout à fait. Alors, oui, c'est en fait plus le nombre de personnes qui peuvent consulter ces fichiers est important. Évidemment, plus les risques sont grands de voir des informations partir dans la nature finalement. Donc en effet, c'est bien le problème de ces fichiers qui comme le disait Jean-Louis Touraine, rentrent dans la vie privée des gens et sont ensuite peuvent être l'objet ensuite de consultations par n'importe qui. Alors, Maître Dominique Avanzini, merci d'être ici pour donner aussi votre point de vue personnel, mais aussi celui de la commission des mineurs. Tout Alors, quel est-il comment se prénomme sa présidente qui vous a donné l'autorisation? Alors, la commission mineure du barreau de Lyon a une présidente qui est Maître Marie-Pierre Dominjon. Cette commission des mineurs du barreau de Lyon a pour position de solliciter et d'obtenir le retrait en fait pur et simple de ce fichier Edwige. C'est la même position que Monsieur Touraine. Absolument, la même position aussi que le collectif Non à Edwige. Simplement pour des raisons bien simples, on va aujourd'hui finalement ficher des mineurs sur des simples soupçons et c'est peut-être ce qui devient le plus grave puisque on n'est pas du tout en termes de délits commis. Ce sont simplement sur des soupçons puisque quand on regarde ce décret aujourd'hui Edwirsp, on permet finalement de ficher, alors pas seulement des mineurs, mais aussi des majeurs, en raison d'une activité individuelle ou collective qui indique qu'ils peuvent porter atteinte à la sécurité publique. Donc il y a quand même un certain flou finalement sur ces notions. Qu'est-ce qu'on entend par activité individuelle, activité collective? Qu'est-ce qu'on entend par atteinte à la sécurité publique et par sécurité publique? Et puis finalement, on n'est pas du tout ici sur des mineurs qui auraient commis des infractions ou des majeurs même qui auraient commis des infractions. On est finalement un peu dans l'ère du soupçon. Je crois qu'il faut voir les choses comme ça. On va pour la première fois finalement ficher des mineurs sans qu'ils aient commis des infractions. Alors, ça paraît être effectivement quelque chose de dangereux. En plus, on peut se demander comment est-ce qu'on va les ficher, c'est-à-dire lesquels vont être fichés, à partir de quels critères, puisque finalement, le décret Edwige est relativement flou sur ce point. Donc la position effectivement de cette commission mineure, c'est de dire un nom très fort à ce décret Edwige, compte tenu que il y a un fichage des mineurs sur le soupçon, compte tenu aussi que finalement sur ces mineurs aussi, même s'il y a une petite avancée puisqu'il y a un droit à l'oubli qui semble-t-il est instauré, puisque c'est jusqu'à 18 ans qu'on pourrait collecter des données, voire jusqu'à 21 ans quand il y aura un élément nouveau. Mais là aussi, on est dans le flou. Élément nouveau, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas trop. Mais même s'il y a une avancée quand même, le risque est quand même finalement de collecter des informations sur des mineurs qui n'ont pas commis d'infraction, dont on ne sait finalement rien. Donc sur des simples soupçons. Et puis également, on a quand même un casier judiciaire national qui existe, qui est quand même le recensement des condamnations, comme le disait fort justement Jean-Louis Touraine. Est-ce que ce casier judiciaire ne suffit pas?
on peut se le demander, c'est un casier en tout cas qui, lui, comporte des données très objectives, puisque on est là sur des condamnations réelles, sur des infractions réellement commises. Est-ce que ça suffit pas finalement à recenser, je dirais, les mineurs qui ont pu connaître des infractions, et puis finalement à aider ces mineurs, parce que l'objectif finalement c'est plutôt d'aller dans un sens de la baisse de la délinquance. Moi, je suis assez sceptique sur le fait que la collecte de données telles que celles qui sont dans le fichier Edwige puisse permettre d'arriver à une baisse de la délinquance. Qu'est-ce que ça apportera de plus de savoir que tel mineur a telle activité philosophique, telle activité politique, religieuse, ou encore quand on regarde même les autres données qui peuvent être collectées, parce que ça va loin, ça peut être les activités publiques, les comportements, les déplacements, les informations patrimoniales, les données relatives à l'environnement. Et puis qu'est-ce qu'on entend par l'environnement? C'est très large. Qu'est-ce que ça va apporter en termes de délinquance? Est-ce que ça va permettre effectivement de faire en sorte que la délinquance chute? Je ne le crois pas. Je pense qu'il vaudrait mieux, à mon sens, utiliser les moyens déjà en place, accentuer finalement les moyens en place, c'est-à-dire en définitive les personnels judiciaires qui existent, accroître le nombre de magistrats, accroître le nombre de personnels éducatifs, simplement pour donner une réponse rapide à la délinquance, parce que souvent en fait il y a un temps d'attente important entre le moment où les mineurs ont commis des infractions et le moment dans lequel ils sont jugés. Même si il y a une volonté bien sûr des magistrats d'aller au plus vite, je crois qu'il vaudrait mieux accentuer finalement ces moyens-là qui sont déjà à disposition, accentuer les personnels éducatifs aussi, de manière à ce qu'ils puissent prendre en charge finalement ces mineurs et éviter la commission de nouvelles infractions. Donc je crois que ce sont plutôt les moyens en place qui doivent être amplifiés, et la collecte de données, à mon sens, telles qu'elles sont, en tout cas projetées, ne permettra pas de faire baisser la délinquance. Voilà. Maître Avanzini, merci. On connaîtra votre point de vue personnel tout à l'heure. Alors ça, c'est un peu mon point de vue personnel. Aussi, en même temps. C'est vrai que il n'est pas très différent de celui de la commission. Absolument pas. Je crois que l'essentiel pour la commission mineure, c'est surtout de dire qu'on peut pas afficher des mineurs sur de simples soupçons. Ça, on l'a effectivement compris, qu'il y a déjà un casier judiciaire avec des personnes limitées qui peuvent y avoir accès, qu'on voit pas l'intérêt de reprendre ces informations. Et puis l'autre position, je dirais aussi de la commission mineure, c'est peut-être aussi de dire que attention, il y a une convention internationale des droits de l'enfant, et est-ce que ce fichier Edwige quelque part ne va pas en contradiction des données dans la convention internationale des droits de l'enfant qui permettent quand même un accès du mineur à connaître ce qu'on lui reproche. Donc ça veut dire que si on lui donne accès à ce qui lui est reproché, ça veut donc bien dire que soit il a commis une infraction, soit il est soupçonné d'en commettre une, mais en tout cas on lui donne la possibilité de savoir pourquoi. Là, on va le ficher, mais il saura pas pourquoi. Donc, je crois que c'est en contradiction avec la Convention internationale des droits de l'enfant, et ça avait d'ailleurs été souligné par la défenseure des mineurs à plusieurs reprises dans des communiqués. Un autre point de vue qu'on a par téléphone, Monsieur Jean-Jacques Héran, tout de suite en direct. Planète Lyon, direct. Jean-Jacques Héran, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir été aussi patient, parce que Madame Avanzini voulait aller jusqu'au fond de sa thèse. C'était important. Vous êtes président de la région Rhône-Alpes et député du Rhône. Quelle est votre position sur le fichier Edwige? Je pense que déjà, elle sera pas très différente de celles qui sont autour de cette table, c'est sûr, mais j'aimerais avoir votre sentiment. Oui, je partage tout à fait les propos de Madame Avanzini, en particulier en ce qui concerne les mineurs. Mais je crois que ce fichier Edwige est une mauvaise affaire pour les libertés publiques et pour les libertés individuelles. Vous savez, il y avait un texte qui a d'ailleurs été contesté à l'époque concernant les fichiers. Auparavant, il n'y avait pas de règle, qui est un texte de 1991. C'était le gouvernement Rocard. Depuis, le gouvernement qui a été mis en place en 2007 a voulu reprendre ce texte, l'étendre. Et moi, je crois qu'il y a dans ce texte des points très dangereux. Alors, on évoquait les mineurs. Je pense qu'il y a effectivement contradiction avec la Convention européenne des droits de l'enfant.
Et je pense que l'esprit même de ce fichier, qui est de dire ce qu'a commis un mineur, voire même ses intentions, parce que c'est pas simplement les actes, ça peut être aussi des formes d'expression qui peuvent le poursuivre pendant toute sa vie. Cela, je crois, est insupportable sur le plan de la pédagogie, sur le plan de la construction de l'enfant, et puis sur le plan de la liberté individuelle de l'enfant. Il y avait aussi des dispositions particulièrement néfastes, en particulier sur le fait que l'on pouvait ficher les personnes en fonction de leurs opinions politiques, syndicales, religieuses, philosophiques. On a d'ailleurs vu à travers, en ce qui concerne la région, puisque nous avons été interrogés par un représentant des renseignements généraux pour connaître quelles étaient les pratiques religieuses non chrétiennes des personnels de la région. Cela a fait beaucoup de bruit et c'était nécessaire. La ministre de l'Intérieur m'a dit que c'était simplement un acte individuel, qu'il n'était pas question de cautionner une telle démarche, mais on voit bien que ce type de fichage généralisé, qui est une manie bien française d'ailleurs, elle n'est pas récente, mais ce type de fichage ne correspond pas à ce que nous pouvons attendre en matière de liberté publique. Alors moi, il y a eu un policier qui a envoyé, excuse-moi de vous couper, un policier qui a envoyé un mail de demande de renseignement au personnel de ressources humaines pour avoir des informations personnelles sur les gens de la région Rhône-Alpes. Alors c'est-à-dire que dans un premier temps, comme truc. Dans un premier temps, il y a eu un coup de téléphone. Le directeur des relations humaines, donc du personnel, a été très surpris de ce coup de téléphone qui lui demandait des informations, bien vouloir lui communiquer la liste des personnes qui avaient des pratiques religieuses, je souligne, autres que chrétiennes. Vous voyez bien qui était visé dans ce type de démarche. Donc le directeur des relations humaines, très surpris, a dit, mais rappelé ensuite, pensant que dans la polémique du fichier Edwige, ça pouvait être un gag radiophonique, tellement la demande semblait ahurissante. Et il a eu confirmation de la part des renseignements généraux et confirmation par un mail. Alors, le fonctionnaire a été sanctionné, mais apparemment la décision ne relève pas de ce fonctionnaire individuel qui aurait une manie de ficher les pratiques religieuses, mais semblerait répondre à une commande qui a été faite en préfecture, qui me paraît tout à fait ahurissante. Dans la fonction publique, il n'y a pas de discrimination et on n'a pas, dans la fonction publique, à connaître les pratiques religieuses de telle ou telle personne. Donc la réaction de la région, ça a été de ne pas répondre à cette demande. Bien sûr, la région n'a pas répondu. D'autres collectivités ont été contactées, notamment la ville de Lyon, le conseil général. Moi, j'ai saisi la ministre de l'Intérieur qui, dans un premier temps, ne m'a pas répondu. Bon, l'affaire a été rendue publique, elle a fait un certain bruit, et depuis, on m'a dit que c'était ce policier qui n'avait pas bien compris les consignes. Mais d'une façon générale, on vient de le voir aussi sur le plan politique avec l'affaire Bertrand, ce maniaque des ragots de basse-fosse qui était le directeur des renseignements généraux et qui collectionnait les informations vraies ou fausses par des indicateurs sur telle ou telle personnalité pour éventuellement les faire chanter ou les mettre sous pression. Ils sont délectés outre mesure. Enfin, bon, oui, ils sont délectés. Vous savez, moi-même, j'ai remplacé Jean-Pierre Chevènement pendant 4 mois. Je voyais arriver ces papiers bleus, enfin, je n'avais pas le pouvoir, j'étais ministre de l'Intérieur par intérim, mais je voyais arriver ces papiers bleus qui concernaient les pratiques sexuelles de tel ou tel notable élu. On sentait bien qu'il y avait là, enfin, on est dans le renseignement de très mauvais augure. Même si vous avez des exemples, on ne veut pas savoir. Vous voyez, oui, non, mais moi je n'ai pas à revenir. D'ailleurs, vous savez, mon sentiment sur ces pratiques des renseignements généraux, il est ancien. Il se trouve que mon père était officier de police, il a travaillé un peu aux renseignements généraux, donc vous voyez, depuis très longtemps, je crois que c'est le genre de pratique inutile, négative, néfaste pour les libertés, et qui peut nourrir tous les cabinets noirs. Donc ça, c'est pour l'aspect politique, syndical, religieux, mais qui concerne l'exercice des libertés dans notre pays. Et puis il y a le volet mineur dont nous parlions tout à l'heure, qui là aussi me paraît vraiment vouloir les mineurs, ficher les mineurs dès l'âge de 12, 13, 14 ans parce qu'ils ont commis telle ou telle infraction, voire telle ou telle intention d'infraction, et que cela les poursuive ultérieurement ou durant toute leur vie, cela me paraît totalement disproportionné et en tout cas pas fondé dans un état de droit, c'est ce que je veux vous exprimer. Quand j'étais jeune, j'étais embarqué avec mes collègues, on a tous volé une pomme à une époque, et c'est pas pour autant que je veux qu'on sache que j'aime les femmes, voilà, j'ai pas envie, voilà.
Franchement, en plus en tant que parent, je me sens aussi concerné. J'ai pas envie qu'on ait un fichier sur les enfants. Vous voyez, bien sûr. Non, et puis un enfant peut avoir commis, comme on dit, des bêtises ou l'intention, parce que c'était pas simplement un acte délictueux, mais simplement une intention d'être en groupe, de fréquenter tel ou tel à l'âge de 12-13 ans, et cela ne doit pas le conduire à être marqué toute sa vie par une telle information. Je pense qu'un mineur se construit, qu'il a le droit à l'erreur, à l'échec, au repentir, et que lui dire ce que tu fais à 12 ans, tu verras, ça te poursuivra toute ta vie et tu pourras jamais trouver de boulot, c'est proprement scandaleux. Vous avez pris connaissance, bien évidemment, de la demande de Monsieur Touraine à la ministre. Est-ce que vous avez, vous, de votre côté, des réactions à cette demande ou à... Non, je n'ai pas de réaction. Je crois que Jean-Louis Touraine a agi en tant que défenseur des libertés. Moi, je partage tout à fait son point de vue. On est indigné parce qu'une société... Moi, je ne nie pas les nécessités de la défense, de la sécurité du territoire. Nous ne vivons pas dans une société idyllique. Il peut y avoir des menaces terroristes, donc il y a besoin de services de renseignement. Mais ils doivent être organisés dans cette perspective, et non pas dans la perspective de faire chanter telle ou telle personne, de ficher de façon un peu maladive les individus pour ensuite nourrir tous les chantages. Je crois qu'il y a là une déviation complète. Une société doit se protéger, il y a un service de renseignement, notamment par rapport aux agressions extérieures, aux actions terroristes, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit être suspecté. Et vous voyez, je reviens à la démarche qui a été faite en direction de la région. Il y avait comme on a dit que c'était dans une enquête qui était menée sur les milieux islamiques, mais vous imaginez, moi je ne veux pas en tant que président de région dire parce que telle ou telle personne est présupposée pratiquer telle religion, il peut être assimilé à un terroriste potentiel. Ou il n'a pas accès à certains services, ce serait dommage. D'ailleurs, il y a eu de très très fortes réactions de la part de la communauté musulmane. J'ai rencontré le président du conseil régional du culte musulman, M. Gaxi, le recteur, M. Kaptan. Ils ont demandé une audience à Mme Alliot-Marie, n'ont pas été totalement rassurés. Et cette assimilation entre la pratique religieuse et les dérives terroristes ou intégristes, c'est absolument insupportable. Donc je crois qu'il faut que les services de renseignement fassent leur travail sur ce qui peut menacer la sûreté de l'État. Par contre, il ne faut pas entretenir ces confusions et dont on voit bien qu'ils peuvent nourrir après toutes les outrances. Donc vous êtes comme M. Touraine, vous demandez d'oublier ce décret, de supprimer complètement ? Absolument, et Mme Alliot-Marie, si elle a reculé un peu sur certains points, a maintenu ce décret, je pense. Elle recule beaucoup ces temps-ci, hein. Oui, elle recule beaucoup. Plaque d'immatriculation aujourd'hui. Elle est plutôt mal en point. Ce qui montre que ce gouvernement, on pourrait rajouter Madame Dati, qui a fait une intervention plus que maladroite hier à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'en matière de sécurité, de liberté et d'état de droit, de justice, ce gouvernement est vraiment très secoué. Je pense que c'est légitime. Très bien. Merci d'avoir donné votre sentiment sur Radio Pluriel, et puis j'espère qu'un jour on viendrait chez nous pour qu'on puisse dresser votre portrait, parce que vous avez une activité, bien évidemment, un emploi du temps énorme. J'espère que ce week-end on pourra se voir sur le Salon du Chocolat. Vous êtes cordialement invité. Hein. Merci, c'est une bonne intention. Voilà, on peut aussi parler de douceur aussi dans la vie, ça existe. Voilà. Absolument. Merci à vous. Merci, Monsieur Kéran. Voilà, avoir le sentiment de Monsieur Kéran, c'est quand même assez intéressant. Monsieur Touraine, bon, il a le même avis que vous. Hein. Oui, et j'ajoute que son sentiment est d'autant plus important qu'il a été ministre de l'Intérieur par intérim quand Jean-Pierre Chevènement a été empêché. Donc il connaît les deux facettes. Oui. La nécessité de sécurité et puis l'indispensable respect des libertés. Parce que comme il l'a dit, il ne dit pas qu'il faut Absolument. avoir des, et c'est tout à fait renseignements. Bien sûr. Ce que là nous dénonçons et qui est parfaitement choquant, c'est que l'on utilise le prétexte de lutte contre le terrorisme ou des délinquances graves, etc., pour enregistrer des données qui n'ont rien à voir. Expliquez-moi en quoi l'orientation sexuelle de quelqu'un, en quoi l'origine ethnique de quelqu'un va le déterminer à devenir demain un délinquant majeur. Ça risque pas de créer des amalgames au final? Évidemment, c'est bien ça que nous dénonçons. De même que de dire que tous les musulmans sont tous des terroristes en puissance, parce qu'ils seront tous des fondamentalistes outranciers, susceptibles de monter des actes de terrorisme. C'est absolument intolérable, parce que alors, à ce moment-là, tout le monde sera fiché.
Je ne vois pas. Vous le savez, on pourrait dire aussi pourquoi ne pas ficher les chrétiens, puisqu'il fut un temps où il y a eu l'Inquisition et qu'ils ont commis des exactions tout à fait intolérables. Donc tous les chrétiens sont suspects. Où étiez-vous à l'époque de la Saint-Barthélemy? Voilà, on va le mettre Exactement. Ouais, par exemple. Alors, on va enregistrer d'un côté les catholiques, de l'autre côté les protestants. On va aussi enregistrer les athées, parce que certains athées ont peut-être à certains moments été excessifs dans un certain anticléricalisme. Donc vous allez bientôt ficher tout le monde, parce que un tout petit pourcentage d'un groupe de pensée ou de population ou de gens de telle origine, un tout petit pourcentage, un jour a posé problème à la société. Et c'est là où il y a quelque chose de très scandaleux, c'est cet amalgame. Et donc je crois qu'il est tout à fait important de faire reculer. D'ailleurs, le recul est obligatoire. Il est obligatoire parce que le décret Edwige, dans sa formulation initiale, il violait la loi du 6 janvier 78, qui est relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mais il violait aussi la Convention européenne des droits de l'homme, qui traite du respect de la vie privée et de la vie familiale. Mais ce qui est à craindre aujourd'hui, c'est que le retrait soit le plus modéré possible, le plus limité, pour rester en marge de ce que la loi, qu'elle soit française ou européenne, n'interdit pas, mais qu'on reste imprégné de cette philosophie d'une suspicion permanente, jetée dès l'âge de 13 ans, sur toute une catégorie de gens, selon son origine, selon son comportement, selon ses activités, selon son orientation, et ceci est tout à fait intolérable. Donc je crois qu'il y a eu une vague d'indignation qui s'est levée. Eh bien, il faut que cette vague aille jusqu'au bout pour arriver à assainir, à mettre de l'éthique dans cet enregistrement de données. Et peut-être qu'à la limite, on aille même plus loin que la suppression du fichier Edwige pour retrier dans tous les fichiers multiples dont vous avez parlé tout à l'heure, ceux qui ont vraiment une justification et qu'il faut garder parce qu'ils permettent. Pourquoi on n'en enlève pas de ces fichiers? Voilà. Payon, ceux qui ne permettent pas de lutter contre le terrorisme, eh bien, ou qui n'ont pas d'intérêt majeur, ne les gardons pas. La Ligue des droits de l'homme, le 3e et 6e arrondissement. Eh bien, pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui, moi, me frappe, c'est que, avec Edwige notamment, il ne s'agit plus de ficher les auteurs d'infractions qui ont été constatées et condamnées, mais il s'agit plutôt de cibler des personnes que l'on soupçonne d'éventuellement devenir délinquantes. En fait, on soupçonne des personnes d'être des délinquants hypothétiques. Et finalement, moi, je crois que on peut se dire que le soupçon préventif suffirait à justifier ce genre de fichage. Alors c'est vrai que personnellement, je ne suis absolument pas pour ce type de société. Et je ne pense pas que ce soit souhaitable. En plus, c'est un fichier qui sera sur informatique. Connaissant des petits malins qui vont pouvoir s'introduire dans tous ces fichiers-là, tout le monde va pouvoir savoir qui est qui. Tout à fait. C'est super dangereux. Et alors, imaginez les conséquences que ça peut avoir pour l'emploi. Eh oui. Si l'employeur peut y avoir accès, l'assureur ou d'autres personnes. Vous voyez toutes les déviations que ça fait, et donc. Et tous les fichiers qui peuvent se vendre sous le manteau aussi, comme ça, parce que les menaces que ça induit bien le truc, quoi. Pour l'avenir d'une personne, et le désespoir qui risque d'être imprimé à certains parce qu'elles se verront privées de certaines possibilités de carrière, par exemple. Est-ce qu'on est en train de voir arriver un système de fichage comme aux États-Unis, où par exemple, pour obtenir un visa, il faut remplir sur Internet tout un tas de données qui sont des données même superflues et super personnelles. La première année où je suis allé aux États-Unis, il fallait même remplir un papier en disant qu'on s'engageait à pas tuer le président des États-Unis. Vous voyez dommage. Non, mais vous voyez l'intérêt de ça. Je... Non, mais vous voyez l'intérêt. Vous parlez du président actuel et presque passé. Oui, bien sûr. Mais non, mais quand même, ne soyons pas aussi radicaux. Il va quitter son siège, et le problème de sa fonction sera Vous voyez résolu. bien Obama, vous, parce qu'on est dans l'actu là. Oui, moi je le vois bien. Mais il faut être vigilant jusqu'à la fin parce qu'il a besoin d'un fort soutien. Mais je pense que c'est en tout cas nécessaire si on veut avoir une chance d'une certaine évolution, parce que les États-Unis ont besoin d'évoluer. Mais quoi qu'il en soit, reconnaissez que c'est absurde d'enregistrer la donnée. Je ne vais pas tuer le président des États-Unis parce que un assassin potentiel, il n'est pas à un mensonge près, excusez-moi.
On n'a pas eu le sentiment de l'adjointe au maire du 7e arrondissement, Sarah Payon, qui a été très sage jusqu'à maintenant, donc je le noterai dans le fichier. Parfait, oui, mettez-le dans ma Qualité fiche. très sage, Voilà. très patiente. Non, mais je suis assez d'accord avec tous les interlocuteurs. Je pense que Jean-Louis Touraine a dit quelque chose de très important en début d'émission, et c'est quelque chose d'assez subtil pour les auditeurs. Il a précisé que le fichier Edwige avait été promulgué par décret, et que c'est pas une loi. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat au sein de l'Assemblée nationale, et que les députés n'ont pas eu leur mot à dire. Or, il faut rappeler que les députés sont les représentants du peuple. Puis ça méritait quand même un petit débat au moins. Voilà. Quoi, je pense que c'est suffisamment important pour que les représentants du peuple, des gens qui sont élus par les citoyens et qui doivent leur rendre des comptes, aient leur mot à dire sur la question. Parce que rappelons qu'un ministre n'est pas élu, il est nommé. Pour moi, c'est quand même assez important politiquement et symboliquement qu'un dossier aussi important ne passe pas devant l'Assemblée. Je trouve ça absolument scandaleux. Et puis, en tant qu'élu local, moi j'ai été candidate à une élection au mois de mars dernier. On était 27 sur la liste du 7e arrondissement. Il y avait 6 ou 7 listes dans l'arrondissement. Vous multipliez par le nombre d'arrondissements, vous multipliez par 36 000 communes. Vous rajoutez les conseillers généraux, les conseillers régionaux, tous les militants qui participent aux campagnes. Vous voyez déjà le nombre de gens qui peuvent être fichés juste sous l'angle politique. Et après, on rajoute les religieux, les syndicalistes. On rajoute tous les gens qui ont des relations avec ces gens. On se retrouve à ficher la France entière. Enfin, très simplement. C'est la mode, c'est un grand MySpace voilà, qu'ils veulent donc, créer en fait. Mais c'est tous mes amis. Voilà, c'est ça. Et puis une dernière chose, Antoine Payon a posé en début d'émission la question de l'utilité de ces fichiers. Moi, j'en vois une utilité très simple pour le gouvernement, puisque il est clairement dit que ce fichier a pour fonction d'aider le gouvernement dans l'exercice de sa fonction. Imaginez, demain, il y a une élection. Le gouvernement a une couleur politique. Il a besoin de certaines informations pour contrer ses adversaires. Comme on l'a dit, c'est très facile d'avoir accès pour les fonctionnaires de police à ces fichiers. Qu'est-ce qui nous prouve que le gouvernement ne va pas utiliser ces fiches en période électorale? Et dans ce cas-là, il emploiera du personnel de l'État, donc ce qui est complètement illégal, pour mener sa campagne, alors qu'habituellement... Ils sont pas capables de faire ça. Non, je dis que c'est non. possible. Je dis que c'est possible. Je moi, ne j'y permettrai crois pas pas. une seule Voilà. minute. Voilà. Donc, seulement, je mettrai pas ma main au feu non plus. donc tout ça pour dire que, en dehors du fait que ce décret est illégal et qu'il y aura sûrement des reculades, tant que ce fichier existe, il pose des problèmes multiples. On pourrait faire une émission de 3 heures dessus, on n'aurait pas fini. Voilà. En tout cas, merci. Votre point de vue est intéressant parce que toujours un point de vue différent, mais qui reste toujours dans le même esprit et avec des interpellations différentes. Est-ce que les magistrats ont été consultés, Maître Avanzini? Je l'ignore, mais je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas, effectivement. Mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Louis Touraine, c'est vrai que si je voyais, moi, un intérêt à ce fichier Edwige, c'était justement, finalement, l'opportunité de poser la question des fichiers, et de l'ensemble des fichiers. Et c'est peut-être dommage que, justement, il n'y ait pas eu un débat parlementaire sur ce point-là. C'était enfin l'occasion de le faire, et c'est dommage que ça n'ait pas été pris. Est-ce que vous qui êtes toujours, vous êtes avocate au barreau de Lyon, vous voyez différentes affaires, est-ce que vous voyez une montée importante de la délinquance chez les mineurs? Est-ce que c'est une des choses qui peut justifier le fichier Edwige s'il y avait justement besoin de le justifier? Même s'il y avait une montée de la délinquance, je crois que ça justifierait pas ce fichier parce que, encore une fois, je vois pas à quoi servent les données qui vont être collectées telles que le prévoit ce fichier Edwige sur les mineurs. Ça n'a pas un effet inverse, au contraire, a tendance à les énerver? Énerver qui finalement? Énerver les mineurs? Tous ceux qui vont être fichés. Oui. Mais les mineurs ne le seront même pas finalement, puisque semble-t-il, quand on regarde le décret, il n'est pas prévu de droit à l'information, de droit à l'opposition, donc même pas de droit à l'information. Donc, est-ce que les mineurs sauront qu'ils font l'objet d'un fichage? Maintenant, s'ils le savent, est-ce que si ils sont appelés à commettre une infraction plus tard, est-ce que ça va les empêcher de la commettre? Ça me surprendrait. Je vois absolument pas l'intérêt de collecter de telles données sur des mineurs. C'est pas propre à permettre d'éviter des infractions. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, je pense qu'il vaut mieux amplifier les moyens actuels. Il y a des réponses qui sont données à des infractions pénales qui sont trop longues à mon sens, entre le moment où on voit un mineur commettre une infraction, le moment où il est jugé, et même si, encore une fois, les magistrats, le personnel des greffes, les éducateurs ont la volonté justement de permettre une réponse pénale plus rapide, il y en a pas assez rapidement. Je crois que c'est pour ça qu'il faut amplifier ces moyens qui existent déjà.
On sait aussi que ces mineurs finalement, qui sont des mineurs qui peuvent poser problème, qui sont en réitération d'infraction, sont des mineurs parfaitement suivis aussi. Il y a des assistances éducatives, il y a des libertés surveillées préjudicielles qui sont mises en place par les magistrats, qui permettent justement tout un suivi éducatif qui leur est fait. Et je crois que c'est plutôt à travers ces moyens-là qu'on arrivera à éviter la commission d'infraction. Si on a un mineur dans une famille qui finalement est un peu délaissé, en difficulté, je crois que ce sont les assistances éducatives, les moyens éducatifs mis autour de lui qui vont empêcher qu'il commette des infractions. S'il en commet déjà, ce sont ces mêmes moyens éducatifs, ces réponses pénales qui seront données, qui éviteront une réitération des infractions, mais sûrement pas la collecte de données telles que celles qui existent et dont lui n'a pas d'informations et qui finalement l'empêcheront pas si un jour il doit commettre une infraction, ce qui peut arriver ma foi à tous les mineurs de France, de la commettre. Donc je vois pas du tout la portée effectivement de ce fichier. Maître Avanzini, merci. Le mot de la fin, du frein. En même temps, c'est un peu ça. Lapsus révélateur. Le mot de la fin sera pour Monsieur Touraine. Je voulais te dire juste deux petites choses. Allez. La première, un message à Madame la ministre. Si on veut être efficace, c'est pas de ficher tous les gens qui sont potentiellement avec une particularité ou une autre. Il vaudrait mieux sérieusement s'occuper des personnes ayant été condamnées, qui sont en prison, et leur donner une chance d'être rééduqués correctement et de ne pas être souvent soumis en prison à des conditions qui vont plutôt avoir tendance à les faire progresser vers une délinquance plus grave. Les aider à leur sortie de prison, pour les réinsérer dans la vie. Et là, il y aurait des moyens à mettre en place, parce que là, on serait efficace pour éviter la récidive. En prévenant la récidive, on sera efficace, alors que, en croyant que parce que quelqu'un a une orientation sexuelle ou une origine ethnique ou que sais-je, il va avoir une plus grande proportion. De toute façon, on va pas mettre des policiers derrière chacune des personnes, chacun des mineurs. C'est donc absolument inefficace et en plus liberticide. Et moi, je vous engagerai à Radio Pluriel à faire attention, parce que si ce fichier existe demain, Radio Pluriel sera fiché, parce que vous organisez un débat sur ce thème-là, donc vous seriez suspecte. Ah mais on l'est déjà, de toute façon. On est une radio suspecte. Mais on aime bien. On aime bien ça. Dès qu'il y a de la suspicion, il y a Radio Pluriel au milieu. Allez, on est fiché, on est content. En tout cas, bon, nous on est partants. S'il faut ficher Radio Pluriel, premièrement, ça fait de la visibilité. Ça nous fait de la pub parce qu'on n'a pas les moyens de communiquer, donc on y va. C'est pas parti. C'est pas un problème. Monsieur Payon, merci pour votre intervention. Sarah Payon aussi. Je rappelle que vous n'êtes absolument pas de la même famille, mais vous portez le même nom. C'est important. Jean-Louis Touraine, merci. Merci beaucoup. Et puis on se retrouvera pour d'autres aventures radiophoniques parce que vous avez beaucoup de sujets qui vous tiennent à cœur. Maître Avanzini, merci. Merci à vous. Merci d'avoir donné votre point de vue. On se retrouve très prochainement avec la Ligue des droits de l'homme 3e et 6e arrondissement qui ont toujours des tas de sujets intéressants à nous parler, notamment la réforme des écoles.